Bienvenue au Pied de la Lettre, l'émission littéraire de l'humanité. Je reçois aujourd'hui, et j'en suis ravi, Jacques Weber. Je vais dire d'emblée, cher Jacques Weber, que vous êtes acteur, mais ça, tout le monde le sait, chacun vous aura vu dans un inoubliable Cyrano. Vous êtes aussi réalisateur et scénariste, mais c'est l'écrivain. Et j'insiste sur ce point que je reçois parce que je dois dire que votre texte Paris-Beyrouth, celui dont nous allons largement parler durant les 52 minutes que nous allons passer ensemble et qui est édité aux éditions du Cherche-Midi, est beaucoup mieux écrit que beaucoup d'écrivains de métier. C'est ce qui m'a frappé d'emblée et on va en parler. Alors je rappelle que ça n'est pas votre premier livre, vous avez écrit bien d'autres ouvrages, mais d'emblée, ma question est rituelle. Alors j'avoue qu'aujourd'hui elle est un peu décalée compte tenu de l'actualité, mais je pose toujours la même question à tous mes invités. Comment ça va la société en 2020, ce gros animal, comme l'appelait, ou plutôt la raillait Nietzsche? Comment ça va, Jacques Weber, la société en 2020, à l'heure où nous parlons? J'ai la sensation profonde qu'il faut à tout prix observer nos racines. Pour que l'arbre bourgeonne, il lui faut des racines. Et c'est la seule façon d'être encore utopiste, donc positif. On est condamné à l'utopie et on est condamné aussi à ne pas oublier que toutes les clés de la lecture du monde sont dans la littérature, sont dans les cultures les plus anciennes, et peut-être beaucoup plus dans la littérature et les cultures et la philosophie que dans les religions. Je crois que c'est ça que j'ai envie de dire d'abord. Je crois que c'est c'est Malraux qui avait parlé de ça sera le siècle de Dieu. Oui. Le siècle sera religieux ou non. Ou non, oui. Et religieux, hélas, parce que le ou non est très bizarre. Le religieux, je trouve c'est terrible qu'il soit le siècle de la religion. Enfin voilà. Donc le monde va très mal, on le sait. Il va de plus en plus mal car il va mal depuis déjà très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'avant d'être français, nous sommes terriens et nous sommes de plus en plus, que la fraternité est un des mots totalement effacés des frontons de nos mairies et nos municipalités, lors même que n'oublions jamais, quoi qu'il nous arrive, dans notre ville ou dans notre pays, que la misère, la pauvreté a désormais bouffé plus des 2/3 du monde. Moi, lorsque je suis né, c'était le tiers-monde, on disait. Maintenant, c'est les 2/3 et même plus. Donc, à partir de ce moment-là, c'est très invivable, sauf si on décide de se battre et de continuer à se questionner, à se battre. C'est totalement invivable de savoir que des femmes ont leur bébé qui meurt accroché à des seins tout plats, qui crèvent de faim, qui crèvent de soif, qui sont sous les bombardements jour et nuit. C'est inadmissible. Donc, je pense qu'il nous manque deux éléments dans le monde. C'est la relativisation de nos propres malheurs et de savoir qu'on ne peut plus du tout ignorer le malheur de l'autre, qui n'est pas que français, mais qui est sur toute la Terre. Voilà. Absolument. Et nous allons parler en fin d'émission, on parlera, puisque là on débute, c'est l'actualité, on débute un nouveau confinement, et pour le monde de la culture et pour celui du théâtre dont vous êtes, évidemment c'est un drame, on en parlera à la fin de l'émission. Mais d'emblée, je voudrais aborder votre livre, je campe très rapidement le décor, nous sommes au début des années 80, enfin en 84 exactement, vous jouez Cyrano à Mogador, c'est bien ça, vous jouez Cyrano à Mogador, c'est un immense succès. Mais il s'avère que votre voix va vous jouer des tours, elle va s'effacer peu à peu. Vous parlez dans ce livre d'une phobie vocale. Vous avez 33 ans, votre femme 26, pourquoi je dis ça? On va voir. Votre fils a 1 an et demi. Et voilà qu'on vous propose, alors même que votre voix est vraiment très... Il y a un vrai problème, on vous propose d'aller tourner un film au Liban. Direction Beyrouth. Et là, alors même, je le répète, que votre fils a 1 an et demi, qu'il a besoin de son père et de sa mère, vous décidez tout de même de partir, de le laisser à sa grand-mère, je crois, de le laisser à sa grand-mère, et votre femme dit « mais Jacques, je vais avec toi ». Donc déjà, le début de cette histoire, la voix, le fait que vous preniez la décision de partir pour Beyrouth, c'est déjà un contexte particulier. Pourquoi avoir attendu tant de temps, puisque nous sommes aujourd'hui en 2020, pour avoir raconté cette histoire?
Je crois qu'il fallait, de même que j'ai choisi l'écriture pour la raconter, oui. Il fallait une distance élégante par rapport à quelque chose que je continue à vivre comme quelque chose de plus intime que spectaculaire. Quand bien même les événements que je raconte pourraient passer pour spectaculaires. Mais moi, je l'ai vécu dans ma chair. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu peur physiquement et concrètement. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu peur très concrètement pour mon épouse, pour l'amour de ma vie, quoi. Avec aussi immédiatement qui vient dans la tête l'enfant d'1 an et demi que l'on a quitté. Pourquoi on l'a quitté? Il y a 3 éléments très simples. Un, c'est qu'un père sans voix est un père muet. Enfin, voilà, et que j'étais si mal qu'il fallait que je sois réparé. Donc j'avais la permission d'aller me réparer, et surtout en n'oubliant jamais ce regard sur l'autre monde, ce monde inconnu. Enfin, aller se réparer à Beyrouth... Oui, mais c'est très évident, c'est que je savais que si on se regarde moins le nombril, ça va déjà mieux. Si on regarde plus l'autre, on va toujours mieux. Même pour les maladies les plus graves, et je peux en être témoin. Et puis d'autre part, je sais que la grand-mère a une fonction extraordinairement importante. Et là, on avait une grand-mère géniale, une maman de ma femme absolument magnifique. Et donc, voilà, je suis parti comme ça. Alors après, ce temps que j'ai pris, c'est 2 choses très simples. Petit à petit, j'ai eu la sensation de mieux écrire, d'être plus simple, de dégorger un peu, voilà, de désadjectiver un peu les choses, et voilà, d'être plus simple, d'écrire mieux tout simplement. Et je pensais que ce sujet qui me tenait vraiment à cœur avait besoin de ça, avait besoin de... Oui, je répète ça, de rapport d'élégance. Ce que permet l'écriture. L'écriture, c'est le propre il y a le sale de l'oral et le propre de l'écrit, comme on dit. Et moi, j'aime bien le propre de l'écrit. Voilà. Alors, vous parlez, et on en a parlé juste un petit peu au début de l'émission, vous parlez de votre écriture comme d'une recherche d'élégance. Hein. J'ai bien, j'ai bien entendu. Alors, moi, je ne la vois pas du tout comme ça. Je vois au contraire. Alors, élégance, oui, certes, mais... c'est pas du tout ce qui me frappe. Encore une fois, oui, j'associe élégant sans doute à autre chose. C'est beaucoup plus intense que ça. Et d'ailleurs, je vous lis. Vous arrivez au Liban, à Beyrouth, par la vitre baissée. Ce ne sont plus des images, mais une réalité qui nous prend les yeux. Des palmiers pourrissent debout, une carriole transporte des bidons d'eau, des guimbardes pétarades sans pare-brise, des camionnettes claudiques comme des oiseaux mazoutés. Un vieil homme vend des journaux, il n'y en a qu'un en français, l'Orient le jour, des enfants des pastèques géantes. Certains s'entassent à 3 sur une mobilette des années 60, le chauffeur allume la radio, une musique arabe danse, lente, les voix enveloppent des percussions de cordes, je pose ma tête sur l'épaule de Christine, nous nous volons un baiser, mon ventre est chaud, amour et désir, la survie s'installe dans mes chairs. Voilà, voilà, de l'écriture pulsée, là. Alors, je ne sais pas si on parle d'élégance, en tous les cas, il y a un rythme. Je sens, moi, que c'est écrit à l'oreille. Oui, mais justement, alors voilà, c'est le gueuloir de Flaubert. Ça me passionne beaucoup, qu'on parle comme ça de... Parce que ce que j'entends quand vous le dites, alors, toute proportion gardée, mais je repensais à certains vers de Racine, pardonnez-moi, je ne fais pas la contraire, où le cru, les ronces, ça va me revenir. Enfin bon, bref, le cru qu'il y avait avant chez Sénèque, et là, mais dans une rythmique, et ça c'est peut-être mon côté très classique chez moi, il y a une rythmique, il y a une mélodie qui donne l'élégance à la cruauté. Et c'est pour ça que je dis le mot élégance. Alors il y a peut-être beaucoup de gens disent que c'était une écriture sensuelle, sans doute, mais je ne sais pas, mais je sais que toutes ces images qui me viennent, je ne peux les entendre que si elles sont dans un rythme. Et vous parlez de Flaubert, qui est mon auteur de prédilection, parce que l'avant-dernier livre, c'était Flaubert, c'était Vivre en bourgeois, penser en demi-dieu. Et alors lui, même dans sa correspondance qui paraît fouillis, foutoir gigantesque et qui nous passionne, il y a quand même toujours ce sens du rythme. Bien sûr. Et je pense que quand même, qu'on le veuille ou non, le rythme, c'est peut-être plus
lui, l'élégance que la mélodie. Enfin, ça, c'est tout un machin qui me passionne. Oui, ben vous tenez à ce mot d'élégance. Je ne le revendique pas, mais j'essaie de l'expliquer. Je vous laisse. Non, mais ça me... Voilà, cette écriture à l'oreille m'a tout de suite, d'autant que vous débutez le livre, par une sorte de long poème, si j'ose dire, à votre voix, qui n'est plus là. Il y a une chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'on se trompe, et votre livre en est la preuve formelle, quand on dit que, et quand vous dites j'avais besoin d'aller me faire réparer ailleurs, et d'aller voir, d'aller penser à l'autre plutôt que d'être sur mon nombril, on se trompe quand on dit que, et encore une fois j'insiste, votre livre en est la preuve, y compris par le truchement de l'écriture, car c'est net que vous écrivez de la voix, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on se trompe en disant que c'est la voix qui sort du corps. Votre livre est la preuve que c'est le corps qui sort de la voix. Parce que ce que vous écrivez, c'est du corps. Et même dans vos passages les plus crus, que je vais me faire un plaisir de citer tout à l'heure, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont absolument formidables, on va constater ce phénomène. Mais bon, on en parle tout à l'heure. Vous voici donc arrivé à Beyrouth. Premières images terribles dès l'aéroport. d'abord, il y a un type mort dans la rue, et puis on vous dit, tu vois Jacques, Chabra et Shatila, c'est pas loin, c'est là. C'est là. C'est terrible quand même. Ouais. Et ça vient en 2 temps, parce qu'on me dit non, t'inquiète pas, c'est juste une risque entre taxis, à propos du mort qu'entre 2 taxis. Oui. Et après on me dit tiens, Sabra et Shatila, c'est là. Et là je me souviens très bien de m'être rappelé de ce film de Lanzmann, où d'un seul coup on nous disait il y avait des champs avec des petits oiseaux. Oui. La vie avait repris ses droits et sa force. Et le silence disait tout. Disait le passé. Et là, ça m'a frappé parce que Sabra et Shatila, qu'on me montre, c'est redevenu tout ce que je raconte, c'est-à-dire les marchands d'oranges, la pastèque, le bordel, le grand bordel. Le grand bordel. Il n'y a plus une trace de sang. Et ça m'a énormément frappé dès les premiers instants de... C'est très... Oui. Et dans votre livre, c'est très frappant. Alors, je veux quand même vous interroger parce que j'ai scruté, pour le coup, votre écriture. Je vous cite un passage et j'ai besoin d'une explication. Je pense à cette phrase de Beckett qui dit « Je serai là si vous avez besoin d'obscurcissement ». Elle fouille dans son sac, en sort quelques feuilles pliées en 4. Ce sont vos laissez-passer, il y en a plusieurs. Pourquoi plusieurs? Et pour aller où? Questionne Christine, presque amusée. Je le suis moins. Je perds tout et n'ai jamais eu de laissez-passer de ma vie. Et je trouve que la phrase, si on la lit, je n'ai jamais eu de laisser passer de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas simplement de laisser passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez... C'est... Bravo. Parce que c'est très signifiant pour moi. Oui, je me rends compte que ça l'est. Oui. C'est vrai que j'ai eu toujours l'impression... L'un des textes qui m'a le plus bouleversé dans Beckett, c'est l'Innommable, et qui commence par « Je suis devant la porte, c'est peut-être la porte, c'est peut-être moi, ça a été moi, quelque part ça a été moi, c'est moi devant la porte, quelle porte, ce n'est plus un autre, etc. » Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette sensation d'être devant une porte et qu'il fallait, entre guillemets, qu'on me laisse passer. Mais sinon, je ne pouvais pas passer. Donc ce laisser est accordé par qui? Dieu, j'en veux pas, j'en veux plus. Les curés, je les hais, même si c'est une généralité dont je me méfie énormément, parce qu'il y en a des formidables. Mais moi, voilà. Et je ne sais pas pourquoi je commence par là. J'ai un père qui méprise un peu les gens, d'abord ma maman et puis nous, de facto. Et tout ça, il y a peut-être, enfin là je fais de la psy à 2 balles, mais c'est peut-être tout ça qui m'a quand même énormément marqué. Et puis il y a aussi cette, pour aller très loin, alors là on va très loin, mais ben, après tout pourquoi pas, cette sensation de la falsification, c'est-à-dire la voix. Pourquoi c'est la voix qui prend? La voix ne peut pas mentir. Non. Elle ne ment pas. Le regard peut mentir. Une voix ne ment pas. Le moindre grain témoigne de quelque chose. Oui. Et c'est en cela que c'est le corps. Bien sûr. Et c'est le corps qui ne peut pas mentir, qui n'accepte plus le mensonge. Or, moi, j'ai toujours eu cette sensation. C'est sans doute pourquoi, d'ailleurs, comme les gens contraphobiques, je plonge dans l'eau parce que j'en ai peur. Je vais au théâtre parce que j'ai peur de la falsification et du faux. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce qui est vrai, c'est que très jeune, j'ai senti ça puisque j'étais un faux beau garçon. Alors,
Alors je m'explique, c'est tout simple, pas peur du tout de le dire. J'avais un visage magnifique, j'avais un corps pas trop dégoûtant, enfin pas très bien, mais j'avais d'énormes problèmes cutanés dans le dos. Donc j'ai eu cette sensation très vite, pourquoi tu gardes ta chemise alors qu'il fait soleil? Et ça, c'est une chose, mais je ne sais pas pourquoi je raconte ça maintenant, d'ailleurs, mais vous avez touché quelque chose, sans aucun doute. Oui. Et donc, il y a toujours, en effet, ce droit de passage. Ce droit de passage, et c'est d'ailleurs, par exemple, par rapport au livre, d'un seul coup, et je vous le dis avec beaucoup d'émotion, enfin, je suis très content d'en parler comme ça, parce que j'ai toujours l'impression qu'on ne me laisse pas passer dans le monde de la littérature. Non, parce que vous êtes un acteur. Voilà, parce que je suis un acteur. Mais parce qu'on est dans une société extrêmement cloisonnée. Si on est acteur, on ne peut pas écrire. Bon, vous me direz que je ne tombe pas tous les jours sur le livre d'un acteur comme celui-ci. Mais c'est vrai que les gens sont mis dans des cases parce que c'est commode et que on marche comme ça. Alors, quand même, à Beyrouth, il y a mille choses, mais on va y rentrer, on va y venir. Il y a la guerre, il y a plein. Mais et puis il y a la mer, et puis on peut regarder la mer. Et là, on a, parce que vous avez j'ai relevé, vous avez différents niveaux de langue. C'est là où ça commence à devenir captivant. On a aussi le Weber lyrique, mais lyrique dans le bon sens. Toujours sec, mais lyrique. Ça, c'est prodigieux. Regarder la mer, c'est tourner le dos à la guerre. C'est un décor, un tissu de mensonges avec ses vagues cousues de fil blanc. Nous marchons vite. La mer n'est pas démontée, l'air du grand large claque comme un grand drapeau. Le soleil baisse doucement, s'enfouit dans les duvets roses de l'horizon. Les voitures font le tour de la corniche, klaxonnent, et les moteurs qu'à laminer fanfaronnent. L'espoir a trouvé son quartier à Beyrouth. Certains vendent des fruits, des cigarettes de contrebande, des bâtons de colle sans plastique et des pistaches fraîches. Le long du trottoir, des camionnettes stationnent. De leur cul grand ouvert débordent des cafetières, des bouilloires de fer, des sodas, des tables de fortune et des pliants se serrent en petites terrasses au soleil. Nous nous installons, la Méditerranée devant, de l'autre côté, l'Europe en paix. C'est-à-dire que vous délimitez d'une certaine façon Beyrouth, dont vous faites, avec Beyrouth en pleine guerre, une sorte de géographie intime. C'est-à-dire que vous allez mesurer votre corps, c'est-à-dire votre voix, à un autre univers, et vous allez vous mesurer à la fois à l'histoire du monde, c'est ça ce livre d'abord. On va en arriver à l'amour, à ce que vous vivez avec Christine, que vous allez mesurer à la guerre aussi d'une certaine manière, mais comme si vous aviez besoin à ce moment-là d'une mise en danger peut-être plus réelle, peut-être plus forte que celle du théâtre. Comment dire? Oh là là, je suis très étonné parce que c'est le livre que vous écrivez. Non, mais c'est moi, je ne formidable. fais que vous lire. C'est très juste dans un sens. Enfin, j'ai envie d'être. J'ai pas réfléchi à ça, mais en tout cas, ce que je savais, c'est que lorsque j'étais là-bas, j'étais et l'étranger et l'homme qui ne peut ne parler que par rapport à son regard, et que tout le reste n'est que vanité ou prétention d'oser parler du haut de quelque chose. C'est de la fausse poésie. Le rapport poétique avec les choses, c'est d'accepter d'abord qu'on est étranger au monde dans lequel on rentre. Je ne sais pas, c'est encore une histoire de laisser passer d'ailleurs. Non, mais c'est intéressant. Mais ce qui est vrai, c'est que là, dans ce que je réentends, parce que je ne l'avais jamais réentendu, je sens que j'accepte totalement cette immersion et cette légère distance de l'étranger. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et ce qui est vrai, c'est que ce monde, alors ça d'ailleurs, ça pose un vrai problème pour nous tous, c'est comment vivons-nous l'événement d'une façon générale? Ne sommes-nous pas toujours les événements, les étrangers d'un événement qui nous fait prisonniers? Voilà. Et en ce moment, par exemple, c'est très, très intéressant. Et c'est vrai que la seule honnêteté, si on en parle, c'est de ne pas, à partir de là, tirer des plans sur les comètes. N'est pas Tolstoï qui veut, ou Hugo. Et moi, j'ai dit, je ne peux pas aller plus loin que ça.
que cette déflagration intime, quoi. Voilà, ça, je peux pas aller plus loin. En tout cas, c'est ce que j'essaie de... Et c'est vrai que ce que vous avez dit est une des choses les plus inouïes qui soit à Beyrouth, c'est cette baie niçoise. Enfin, je dis toujours Nice, alors un jour on me dit, mais enfin quand même, comparé à Beyrouth, à Nice... Enfin bref, voilà. Je l'ai fait exprès, bien évidemment. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une majesté, une désinvolture, et en même temps, le grand large de Hugo. Oui. Hein, vous n'arracherez pas le bleu du ciel. C'est magnifique. Et c'est le poumon de la ville. Ça devient donc le poumon de la ville et le vôtre. Oui. S'il n'y a pas la mer, d'ailleurs, vous avez vu, tous les gens se barrent de Paris en ce moment. Ils vont voir, comme disait De Vos, je voudrais voir la mer, mais la mer elle est montée, vous la remontez quand? C'est formidable, ça. Ou les arbres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est vraiment des cons, puisque c'est nous qui les avons détruits, qui les salopons. On devrait quand même réfléchir à ça. On est d'accord. On est fou alliés, parce que la première chose qu'on fait, c'est je me tire vers la mer. On est d'accord. Et à Beyrouth, c'était très incroyablement impressionnant, et d'autant plus que, par exemple, je ne sais pas si je le mets là, mais dans cette mer, d'un seul coup, il y avait des espèces de gros rats, pour moi les bateaux, les croiseurs et tout ça, ça avait une forme très grise, comme ça. Et c'était des frégates israéliennes qui, de temps en temps, poum, foutaient des coups de canon, mais vraiment pour dire on est là. Hein. On va en parler. C'est terrible, ça. C'est terrible. Alors, tout Paris-Beyrouth aurait pu n'être qu'un récit. Et là, c'est-à-dire le récit du tournage de Jacques Weber qui vient avec sa femme tourner avec Beyrouth en laissant son petit garçon à Paris, à sa grand-mère. Bon, tout ça très bien. Sauf que là, vous allez à la fois par le style, par le souffle, vous allez écrire... Vous allez quasiment écrire un roman. Moi, au bout d'un moment, je me suis laissé aller à lire un roman avec des personnages. Donc Christine, la femme de Weber, Jocelyne, la réalisatrice du film, Asma, la directrice de production du film, Willy, le caméraman canadien, Selim, l'homme à tout faire, Daniel, un reporter, Samir, le professeur d'arabe, et sa femme Mona qui est superbe. On est donc en 84, vous tentez de comprendre quelque chose en même temps à la situation de Beyrouth, enfin, vous tentez surtout de comprendre quelque chose à celui que vous êtes. Le soir de votre arrivée, vous allez dîner dans un restaurant italien et vous avez envie de pâtes à l'Arrabbiata, je crois, ou quelque chose comme ça. Hein. Si je me souviens bien, c'est à l'Arrabbiata. Et je voudrais encore une fois citer votre commentaire là-dessus. Toutes les communautés chiites, druzes, sunnites sont musulmanes. Vous verrez la frontière, si on peut appeler ça comme ça. C'est Daniel qui vous parle. Ce sont des barrages dangereux. On appelle ça la ligne verte. Il y a souvent des combats là-bas. De l'autre côté, c'est l'Est. Il y a les chrétiens, les maronites et les confessionnalistes. Jocelyne prend le bras de Christine. C'est beaucoup plus calme maintenant. Asma semble tendue. Nous n'avons rien à voir avec les sunnites ou les chiites. Ce sont eux qui vous empêchent de boire. Elle a dégainé ses mots en milicienne. Ici, on tire où on chante, gueule ouverte. La terre exhale les sédiments fratricides d'un peuple. Ça, c'est l'analyse. Non, mais c'est vous qui écrivez, hein. Je suis étonné. C'est pas moi qui invente des trucs. Je vous vois étonné. Donc, là, voilà, vous tentez de comprendre parce que c'est une histoire, l'histoire de Beyrouth, et de Beyrouth en guerre, y compris en 84, c'est une histoire extrêmement complexe. On va s'en apercevoir. Voilà, vous tentez de donner des éléments avant que n'arrive une expérience tout à fait étonnante, c'est qu'après ce repas, où vous avez toutes ces discussions, où vous tentez de comprendre, où on voit bien que vous ne comprenez pas tout. J'ajoute au passage que vous avez un art non dissimulé du dialogue. Ça doit venir du théâtre, ça va très vite, et vos personnages dialoguent avec une très grande facilité. Vous ne perdez pas le rythme après le dialogue, vous trouvez le moyen de resserrer tout ça. Après le repas, vous avez rendez-vous chez Samir, qui est votre professeur d'arabe, car vous devez tourner en arabe. Et là, il va se passer une scène absolument stupéfiante que je ne peux pas ne pas lire pour que nos futurs lecteurs puisent dans ce livre tout de suite. Je ne vais pas donner la page parce qu'ils la trouveront eux-mêmes. Soudain, des pneus crissent, une voiture s'arrête. Des mômes de 15-16 ans
en sortent à grand bruit, armés jusqu'aux dents. Ils crient très fort et nous menacent, à peine plus grands que leurs kalachnikovs. Jocelyne parlemente, Asma tend des documents qu'ils ne veulent pas lire, l'un d'eux pointe son arme entre les seins de ma femme. Ça hurle dans mon crâne. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais ça te fait bander, tu joues à la guerre. Il n'y a pas bien longtemps, tu avais une mitraillette en bois et des pistolets à eau. Je pense à côté. Je pense que je pense à côté. Que la majeure partie de mon cerveau est paralysée comme le reste de mon corps. Je porte la main à ma poche intérieure, j'ai un réflexe de Parisien, je veux à tout prix montrer mes papiers. En une seconde, un canon est sur ma tempe. Le gamin m'engueule avec la voix pleine de poussière, les cris crépitent de partout. Pourtant, j'entends un bruit minuscule tout près de mon oreille. Un doigt, c'est con un doigt. Le doigt d'un gosse s'est glissé contre la gâchette. Mes jambes flageolent, un demi-millimètre, un sursaut, un tremblement plus fort, car il tremble déjà, ce con. Et ma tête explose. Des bouts de cerveau iront sur la bagnole, comme Kennedy. Asma leur hurle dessus, elle est cinglée, elle va les rendre fous de rage. Je suis sûr que c'est la fin. Et puis rien. L'espace se dégonfle comme un ballon crevé, une colonie de fourmis rouges me bouffe les boyaux, des portes claquent, ma femme se tient la poitrine, je la rejoins et n'ose pas la toucher, comme si mon corps était piégé. Je crois entendre son cœur, et c'est le mien. Cette expérience-là, qui est folle, d'avoir un flingue sur la tête, de voir votre femme, elle va courir tout le livre. Oui. Elle est fondatrice. C'est peu de temps après votre arrivée. Jocelyne, la réalisatrice, vous avez dit « Non mais tu vas voir, tout va bien se passer. Beyrouth, c'est pas ce qu'on croit, c'est assez calme. » Vous vous retrouvez dans cette scène. Vous êtes d'ailleurs furieux. On va voir qu'à la fin du livre, vous allez être totalement furieux, hein, parce qu'on vous a d'une certaine manière menti en vous disant tu vas voir c'est cool, etc. Et là, vous vouliez mettre d'une certaine manière votre corps à l'épreuve, lui faire éprouver d'autres sensations. Malgré vous, vous êtes en plein dedans. Vous n'allez plus vivre de la même manière ensuite. Plus jamais, plus jamais. Je crois aussi que ce qui est très important dans cette histoire, c'est que tout, encore une fois, part d'un mensonge. C'est-à-dire que je ne pars pas en pleine conscience. Quand je pars à Beyrouth, je pense que je vais partir dans un endroit pacifié, même relatif, mais pacifié. Lors même que dès les premières heures, je suis confronté à la mort des autres, à l'histoire sanguignolante de Sabra Chatila, et puis le soir même, à la mort en direct, la mort concrète, la mort palpable, le corps à corps. Et ça, et en effet, ça détermine tout, mais je dirais presque jusqu'à ma vie. Et il y a une chose que je trouve très troublante, c'est que encore maintenant, comme si vous voulez, comme si j'étais dans une sorte. Je dis, mais pourquoi ne suis-je pas parti dès le lendemain? Toujours, encore maintenant. Oui. Parce que c'est terrible, quoi. J'ai le droit, le soir même, de dire, écoutez, vous me trouvez un avion, etc. Mais moi, ce serait très, très légitime. Oui. Non, je pars pas. Alors, j'ai des réponses rapides à ça. La première, c'est que, je sais pas pourquoi, mais ma femme étant là, les choses ne sont plus vues de la même façon. Oui. Alors là, ça re-questionne ce que peut être l'amour en pareil cas. C'est tout à fait surprenant. Alors même qu'elle risque sa vie aussi. Oui. Mais que vous la faites risquer sa vie. Je fais risquer sa vie. Mais il y a un truc qui est tout à fait étonnant, c'est comme si cette épreuve qu'ont connue, par exemple, Dostoïevski ou d'autres, dans les fausses morts des gens ces derniers temps qui étaient des otages, cette fausse mort qui vous est donnée comme ça, on croit qu'on va mourir, fait comme si après, on était, je fais très attention, dans une autre dimension qui n'est pas le rêve, mais qui n'est plus, en tout cas, la réalité que vous aviez vécue avant. Quelque chose s'est décalé. Quelque chose s'est décalé. C'est décalé le rapport d'abord avec la réalité. Il y a une chose que j'ai entendue là dans ce que vous avez lu qui me frappe, c'est cette façon de vouloir comprendre dans le restaurant. On comprend, on s'engueule, on discute. Je dis décidément, nous sommes des nains toujours pris dans la serre de l'histoire. Et voilà. Et puis on discute.
on discute et d'un seul coup, la réalité, elle est là. Il n'y a plus une hydrochite, il n'y a plus des théories sur ceci, sur cela, sur ça. Il y a un môme de 15 ans totalement irresponsable, totalement fou. Peut-être qu'il a fumé, peut-être qu'il a bu, peut-être que pas, même pas, peut-être que simplement ça l'amuse. Et vous, vous êtes là, vous savez ce que ça représente, et vous allez tout à fait risquer votre vie, c'est-à-dire l'extinction, le rideau rouge, oui. C'est fini, il n'y a plus rien, c'est conclu, c'est le noir total. Noir total. Hein, c'est pas le bon Dieu et les petits anges, non, c'est plus rien, c'est fini. Ça, cette prise de conscience que tout, sur un incident, sur une chosette, disait, je ne sais plus, il y a un philosophe qui a parlé de chosette, pouf, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien. La conscience n'existe plus. Ça reste à vie. Et vous le sentez bien, puisque vous dites « je pense que je pense à côté ». Oui, je pense que je pense à côté. Et ce qui est vrai, c'est que... Et ça, alors là, c'est là où ça me passionne de vous entendre et de reparler de tout ça, c'est que je repense au fait qu'au théâtre, il nous arrive de dire « je joue que je joue à côté ou je pense que je joue à côté. Et on pense toujours qu'on pense à côté au théâtre parce qu'il y a ce dédoublement, il y a cette extraordinaire conscience de la falsification du moment où on est très exact sur une seconde et on ne l'est plus sur une demi-seconde. On est conscient de tout avant même que les grands singes, les macaques de la critique parisienne vous assassinent. C'est absolument incroyable. Je suis conscient de tout avant tout le monde. Je le dis peut-être solennellement et avec prétention, mais je le sais. Et ça, c'est quelque chose qui rappelle le rapport concret et non religieux avec l'existence. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui me passionne beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. Oui, mais c'est pas étonnant. Alors j'ajoute que au cours de ce tournage, donc comme on l'a vu, il se passe des choses, que c'est pas simple du tout de tourner dans ces conditions, mais surtout. Votre femme, par exemple, doit se rendre pour avoir des nouvelles de votre fils. Ça revient aussi beaucoup. Vous avez besoin d'avoir des nouvelles de ce petit gamin qui s'appelle Tommy. Votre femme doit partir à l'AFP seule pour téléphoner, puisque là-bas, il y aura un téléphone, et que c'est compliqué d'aller à l'AFP. Elle a une voiture, elle peut être contrôlée, elle a une voiture déglinguée. D'ailleurs, à un moment, on la prend pour une terroriste. Enfin, on se dit, qu'est-ce qu'il y a de cette voiture est toute déglinguée. Donc, et tout ça, vous tournez le film dans une angoisse absolument incroyable, et pourtant, au fil de ces jours, votre voix va aller mieux. Oui. Et là, je vous cite, vous me dites, oui, mais c'était pas gagné dès le départ. Ma voix, planquée depuis Cyrano, sort des abris, encore convalescente. Elle soutient mes phrases timidement, mais sans soubresaut. Il m'arrive même de fredonner à Paris en imitant Yves Montand. Ma peur s'est déplacée. À moi, Beyrouth fait du bien. Ma peur s'est déplacée. Elle s'est déplacée d'où à où? Est-ce que vous me permettrez cette grossièreté? J'ai envie de vous dire, il y a le cerveau et le trou du cul. Oui. Non, mais elle s'est déplacée de la bouche au cul, mais au sens propre du terme. Oui. C'est-à-dire que ce qui ne se coinçait, comment dirais-je, ça se décoinçait ici, et bizarrement, ça se rééquilibrait aussi en bas. En bas, c'est-à-dire tout le corps retrouvait une espèce de comment dirais-je, d'équilibre, enfin, de réalité. Ce qui est vrai, c'est que c'est un formidable apprentissage que de connaître la différence, ne serait-ce pas au détriment de votre vie, ni de la vie de ceux des autres, mais la différence entre la peur... je crois que c'est Freud qui disait la différence entre la... J'ai peur, mais parce que je ne l'ai pas lu, hein, j'ai des vieilles phrases que j'ai prises à droite à gauche, mais il me semble bien qu'il faisait la différence entre visualiser réellement le tigre et l'imaginer. C'était la différence entre la peur et l'angoisse, c'est quelque chose de cet ordre-là. Oui, absolument. Et alors ça, c'est très très passionnant, parce que nous sommes tous ou moins un peu ou prou condamnés aux images qui nous angoissent. Mais lorsque la peur nous saute à la gueule de façon très concrète, tout s'inverse, tout bascule. Et je pense que la pensée est totalement... c'est très curieux, cette histoire de penser à côté, parce que c'est presque une façon de vous interdire de penser à côté. Voilà.
un fusil vous interdit de penser à côté. Ah oui. Voilà, c'est ça que je crois qui est très intéressant. Oui, oui, absolument. Et alors, il y a des ambiances, il y a des scènes de romans. Je pense notamment au verre que vous allez prendre avec Juliette, une actrice venue de Paris, tournée avec vous dans le film de Jocelyne, et de Monsieur Nader, qui est le directeur d'un ancien grand hôtel, et c'est Monsieur Nader qui parle. Sans la paix, même la mer n'est pas belle. Alors ça, c'est Weber qui... Il fait parler Nader, mais enfin, c'est du Weber dans le texte. Sans la paix, même la mer n'est pas belle. Ma famille a fui. Je l'ai même supplié de partir. Mon aîné est au Canada, ma fille fait ses études de droit à Paris, mon autre fils a été tué par les phalangistes dans l'hôtel même. Il parle de son hôtel. Et là, vous prenez un verre. Beyrouth, 7 fois détruite et 7 fois reconstruite. Oh, c'est une légende populaire. Nous en sommes à la 7e. On ne reconstruit pas une vie détruite. Juliette et moi nous taisons. En conteur, M. Nader redonne au lieu une part de sa magie perdue. Une fusillade nous fait sursauter, Juliette pâlit, M. Nader lui prend la main doucement, lui sourit et continue son récit. À une rafale de mitrailleuse, plusieurs rafales répliquent. Un homme s'effondre sur le quai, tout près de nous. M. Nader rappelle son employé et déclare « Je crois qu'il faut que nous reculions un peu ». Il se lève. Le barbier recule le fauteuil de quelques mètres, le combat se poursuit, et l'homme vénérable continue son histoire. Beyrouth 1000 fois morte et 1000 fois revécue, comme dit la poétesse Nadia Toueni, rien ne peut arriver avec l'homme au fauteuil rouge. Bon, bientôt, nous allons prendre le large pour Bérite, un petit port phénicien. C'est à 5000 ans avant Jésus-Christ. Ouais. Enfin, on imagine la scène. On est une comédienne de Paris vient vous voir, vous retrouvez dans un hôtel. Ce qui est extraordinaire, enfin, ce qui me frappe, c'est que les éléments sont indissociaux. Parce que si on enlève la bande le mitraillage de à 100 mètres, bien sûr. Si on enlève le récit totalement poétique, si on enlève l'absurdité presque de je sais pas quel auteur dramatique génial, je crois qu'il faudrait que nous reculions un peu. C'est sublime de majesté. C'est sublime et d'absurdité. Et d'absurdité. Enfin, voilà, on a un mélange là de ce qu'est l'existence. Enfin, on a presque une cosmologie. Oui. Un truc Jean Shakespeare qui, moi, me fascine littéralement. Et je me dis, c'est là où quand même il nous faut accepter que rien ne soit, c'est le début de la compréhension du monde. C'est-à-dire, on ne peut pas voir un monde plus blanc que blanc. On tombe dans le totalitarisme absolu. Il y a un mélange permanent de l'horreur mais ce qu'il faut se dire, c'est même pas un mélange. C'est que malgré l'horreur, la poésie toujours peut renaître et s'ouvre. Voilà. Absolument. Alors, Christine va partir pour Paris retrouver votre fils. Le tournage va bientôt se terminer. Elle revient à Beyrouth. Et là, vous écrivez, selon moi, un passage assez cru, mais tout à fait merveilleux, qui montre une fois de plus, et là je crois que c'est, enfin, j'ai trouvé selon moi, et je peux me tromper, mais j'ai cité plusieurs passages, mais là, le moment où votre écriture arrive à son point de combustion extraordinaire. Donc votre femme est partie, après elle revient. Je pensais aux retrouvailles, à l'éclat de ces secondes, la beauté, la douceur. Pourquoi Christine revenait-elle? Serais-je revenu? Elle avait vu son fils, retrouvé son antre, l'expresso, la baguette au pavot grillé, Tommy qui sourit, rit aux éclats, s'endort contre sa poitrine, suce son pouce. Comment pouvait-elle revenir? Elle sait où est sa place, sa vie. C'est tout. 9 mois à porter, abriter, protéger, être à la proue du monde, forcément, elle sait ce que j'ignorerais toujours. J'adore la Bretagne et elle, la terre chaude. J'adore Cyrano et son contraire comme elle adore Duras et son contraire. C'est-elle souvenue, comme moi, tous les jours, qu'après avoir eu le pistolet sur la tempe et la kalachnikov sur la poitrine, je bandais, elle mouillait. Sa touffe de noir Jésus, la pudeur se faufilait dans nos larmes. Fallait-il avoir eu très peur pour vivre et s'aimer plus? Fallait-il la piteuse aventure de la guerre pour frémir plus? Tout près de la souffrance, des amputés, des orphelins, des veufs, faire l'amour,
c'était se remettre au monde. Là, c'est votre point. Là, vous touchez à quelque chose qui est l'aventure du corps. C'est-à-dire, moi, je pense que les écrivains n'écrivent pas avec leur cerveau, ils écrivent avec leur corps. Bon, là c'est pourquoi... Excusez-moi, mais c'est ce que je dis toujours aux acteurs. Oui. Jouez avec votre corps. Oui. Nous, chez nous, le cerveau su, je disais, mais c'est le corps qui fait tout au théâtre. Le corps est l'entier. Oui. Arrêtez de diviser le cerveau et c'est ça. Oui. Alors, je voudrais quand même. Alors, voilà, là. Mais pour ce qui concerne ce passage, je crois qu'il est en effet comment dirais-je, la clé de voûte. Enfin, c'est ça que j'ai envie de poser comme question. Oui, non, mais c'est le passage fondateur du livre, parce que comme je vous le disais, voilà, on vous pointe avec, on vous met une Kalachnikov sur la tempe, à votre femme entre les seins, on pointe le canon, et cette scène va revenir dans tout je l'ai dit tout à l'heure, mais quand même, tout près parce que la phrase a une sorte d'universalité qui, selon moi, la fait sortir du livre. Tout près de on peut l'enlever de Paris-Beyrouth, celle-ci. Tout près de la souffrance, des amputés, des orphelins, des veufs, tout près de la souffrance. Oui. Faire l'amour, c'est se remettre au monde. Oui. Hein, voilà, c'est une définition possible de l'amour. De l'amour, hein, voilà, pas de faire l'amour, de l'amour. De l'amour, tout simplement. De l'amour, tout court. C'est en tous les cas votre définition de l'amour. C'est formidablement vu. C'est exactement ça que je veux dire. C'est ça que vous voulez dire. C'est la seule vie possible, la seule, comment dirais-je, façon de ne pas subir une fin d'avenir, hein, d'être toujours, de penser toujours en avant. Oui, l'amour vous donne un futur, oui. Oui. L'amour donne un futur, l'amour donne la vie, c'est l'amour qui donne la vie. D'ailleurs, alors, non, mais ce qui est formidable, c'est que c'est pas de la littérature, c'est concret. Oui, non, mais c'est quand même par un acte d'amour que la vie naît. Oui, à condition de savoir l'écrire. D'où nous ignorons tout, nous sommes des morts de faim, des anthropophages, c'est plus loin dans le texte, hein. Ça a l'air de rien comme ça, mais en fait les deux textes sont reliés, celui que je viens de lire et le nouveau que je lis. Nous ignorons tout, nous sommes des morts de faim, des anthropophages, on pétrit nos corps, on les lisse et on les abricote comme les tartelettes amandines de Ragueneau, on décolle, on vole, on s'écrase, on répare, on repart, on mermose, on Lindbergh. Ouais, je suis content, c'est bien écrit, c'est très clair. Oui, c'est très clair, on répare, et on répare, attendez, et on répare, donc on touche, etc. Il y a presque un caractère thaumaturge, c'est-à-dire qu'on s'auto-soigne. C'est pour ça que j'ai dit abricoter, vous savez ce que ça veut dire, abricoter, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, c'est faire ça. Bien sûr. Parce qu'un jour, je jouais Cyrano depuis des années, puis je disais, mais je ne sais pas ce que ça veut dire abricoter, merde, il faudrait quand même que je me renseigne. Oui. Il y a un petit qui m'a dit, mais c'est un geste comme ça, pour, tu vois, remettre bien en place la pâte, la réparer. Absolument. La réparer, ce qu'elle se fera, elle se casse. Absolument. On répare. Donc là, c'est assez... voilà. Et là, il y a, dans la remise au monde, il y a aussi... il y a remise, il n'y a pas mise au monde, il y a remise au monde. Ça veut dire qu'il y a eu réparation, que les corps, en se frottant, que les corps, par l'amour, se réparent et se remettent capables d'une vie future. C'est ce que vous disiez. Et tout le livre, au lieu d'être un livre, certes, un livre d'amour, parce que vous y parlez très tendrement de Christine, votre femme, mais au lieu d'être un livre sur l'amour, au lieu d'être un livre d'amour, c'est un livre sur l'amour. Vous donnez votre définition de l'amour dans un univers, c'est d'autant plus étonnant, dans un univers dévasté. Comme si vous disiez, écoutez, dans un univers dévasté, il reste pas grand-chose, des scènes d'une folie incomparable, etc. Il reste un truc, c'est l'amour. Il reste un truc, c'est tout. Bon. Et si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas remis au monde. Et je pense que sans être moraliste, hein, parce que ça me fait toujours très peur, mais c'est aussi, je parle de presque de la fraternisation des corps. Oui, absolument. Et un des grands drames du Covid à l'heure actuelle, c'est que, parce que ça démarre, les choses commencent physiquement. Oui. Et ce que je disais aux acteurs, ça m'est revenu, c'est le cerveau su, le corps pense. Le corps pense, et le corps, s'il ne fraternise pas, mais concrètement, c'est toujours ça. Et vous savez, les grands maîtres de théâtre, c'est de là que j'ai sorti ça, c'est de ça que j'ai sorti. C'est toujours par le concret. Oui. Toujours par le concret. Il y a deux choses qu'on m'a dit. Strehler, les plus grands, Peter Stein, c'est « on n'y arrive pas, mais on continue ». J'adore cette phrase. Et puis concret.
C'est-à-dire, il n'y a pas de grande théorie, il y a machin. À un moment, je me suis fait engueuler par un metteur en scène qui me disait « Mais enfin, tu prépares le poison, c'est très rare de préparer un poison. Et si tu dis « Je dois compter 9 gouttes », si tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, c'est de la connerie. Concret. Est-ce que tu as vu déjà quelqu'un préparer un poison? Alors regarde les films et c'est très concret. C'est très con ce que je dis, mais c'est physiquement qu'on éprouve les choses. Et c'est physiquement qu'on peut en parler. Oui. Et si mon écriture a peut-être quelque chose qui devient, c'est qu'elle est de plus en plus près du corps, justement. Oui. Voilà, c'est peut-être ça. Et c'est ça peut-être que j'appelle l'élégance. Vous savez pourquoi? C'est l'acceptation de son corps, l'élégance. Et vous savez pourquoi elle est près du corps? Je vais vous le dire si vous ne le savez pas, mais peut-être le savez-vous. Parce que vous écrivez, et vous allez voir comment on revient au début, parce que vous écrivez de la voix. Oui, et vous écrivez précisément dans ce livre la voix que vous avez perdue, la voix que vous avez perdue dans Cyrano. Et là, la boucle est bouclée. Vous commencez par ce poème. C'est tellement vrai que la guerre vous devient tellement insupportable que ce que vous allez vivre vous devient tellement insupportable, même au milieu de paysages sublimes, quand vous allez à Balbec, quand vous allez à Byblos, quand les paysages deviennent sublimes, mais ils ont beau être sublimes, ça ne vous empêche pas, tellement c'est insupportable, pour vous échapper, outre l'amour, de fumer d'abondance de l'herbe ou de boire de trop. Parce que vous ne supportez... Le corps, là, a besoin de quelque chose pour le faire s'échapper Et là, vous ne supportez plus. Voilà. Oui, et puis la beauté devient aussi prestigieuse, aussi belle, devient une espèce, mais bande de cons, qu'est-ce que vous foutez à tout démolir? Enfin, il y a aussi ça. Donc le corps Moi, je me souviens que j'étais comme ça devant Balbec et devant Byblos. J'avais l'impression qu'il y avait... Les pierres me parlaient, me disaient, mais bande d'imbéciles, mais comme la montagne, quand je suis dans sa voie et que je vois des vaches me regarder bizarrement, je me rappelle que les Grecs disaient que le plus beau compliment, c'était dire à une femme qu'elle avait des yeux de vache. C'est extraordinaire. Et je vois ces vaches qui me regardent, et je vois des statues encore toutes grêlées par le temps, comme ça, qui vous regardent avec des gueules moches. Et vous dites, mais on est en train de me dire, mais qu'est-ce que vous faites comme connerie? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de tout gâcher? Et ça, tout ça me laboure les côtes, quoi. Mais c'est peut-être pour ça que je joue pas trop mal la comédie, quoi. C'est peut-être aussi pour ça. Et que de temps en temps, il m'arrive de bien écrire. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, je peux vous dire qu'il se passe un événement aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de me mettre un coup de pied au cul en me disant continuez d'écrire. C'est ça que j'entends. Et ça, alors là, c'est clair. Parce que vous savez, moi, enfin bon, je ne vais pas raconter tout, mais enfin si je peux, mais c'est vrai que j'ai un manque de confiance par rapport à ça, parce que quand on dit ah ben oui, les acteurs qui écrivent, moi avant, mon père me disait t'es vraiment qu'un petit imbécile, t'es vraiment pas un intellectuel, et tout ça, ça abîme la bête, ça abîme la bête. Mais là, ça me donne quand j'entends une analyse comme ça. Si je peux vous donner un laisser-passer, là, oui, voilà, c'est ça. Vous venez de me donner un grand laisser-passer. Je vous le donne. Alors, il n'y a aucun problème, je vous le donne. Alors, le tournage va évidemment se terminer. Enfin, c'est une histoire avec ce qui vous est arrivé. C'est un tournage qui ne va pas se... Alors, je laisse au lecteur le soin de découvrir quand même, quand vous allez vous balader, quand vous allez à Balbec, tout ça, enfin, un soir, la danse, la danse du foulard avec les types qui laissent leur kalachnikov au milieu des tables. Je veux aussi que vos futurs lecteurs aillent voir cette scène où, pour les besoins du film, vous allez interpréter du Beckett dans un théâtre. Le problème, c'est qu'il y a des milices qui rentrent, qui s'affrontent car un type s'est réfugié dans le théâtre. Tout le monde se planque derrière les décors, il y a des tirs, puis les milices repartent. Là, vous n'en pouvez plus, votre colère éclate auprès de la réalisatrice. Bon. Voilà, c'est un livre absolument incroyable, qui est un livre sur Beyrouth et pas du tout sur Beyrouth, comme je l'ai dit. C'est un livre sur ce qu'est l'amour, sur l'amour, sur la manière qu'on a ou non de se remettre au monde. Mais sur les quelques minutes qui nous restent, je ne voudrais pas oublier de vous parler de ce confinement, du monde de la culture dont vous êtes, et du théâtre vivant qui va avoir beaucoup de mal à
s'exprimer encore pendant un mois, peut-être plus. Vous me disiez tout à l'heure dans la conversation que nous avons eue avant l'émission, peut-être jusqu'au mois de janvier. Est-ce qu'il ne faudrait pas que vous, acteurs, vous trouviez de nouvelles formes pour continuer à exercer votre art? Vous me coupez l'herbe sous le pied, c'est exactement ce que j'arrête pas de dire, c'est que, d'abord, je ne supporte plus les commentaires multiples et variés et totalement incohérents de nous tous. Nous sommes tous forcément ignorants et incohérents. Et même dans le milieu scientifique, qui est d'ailleurs, je le rappelle, c'est la science, c'est le contraire de l'exactitude. C'est une recherche permanente, donc il faut accepter ça. Bon, bref, en 2 mots, j'accepte toutes les décisions, même s'il y en a qui me paraissent abracadabrantesques, comme disait l'autre, incroyable, l'histoire des librairies, tout ça, bon, c'est assez répugnant, enfin, assez effrayant, on ne comprend pas bien. Bon. Mais, pour ce qui concerne le théâtre, à la limite, je peux comprendre, même si je pense que c'est un des endroits les plus sécurisés. Mais n'entrons pas dans les spécificités de chacun. Bon, le théâtre, il en est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que justement, ça nous permet de réfléchir à distribuer, partager la forme théâtrale, c'est-à-dire quel cas raconte et quel cas regarde, d'une autre façon. Et là, il y a plein de moyens. D'abord, il y a ce problème des horaires. Tout le monde a gueulé sur si vous faites à 7h, si vous faites à 19h. Dans les pays nordiques, par exemple, on a déjà depuis longtemps institué, même au déjeuner, des formes théâtrales de 20 minutes. Bien sûr. Même le matin. Donc tout ça est à réfléchir. Voilà. Alors, naturellement, au début, mais on n'aura pas un chat. Bien sûr qu'au début, c'est compliqué, qu'il faut séduire, reprendre le terrain. Mais encore une fois, c'est une conquête de terrain sur lequel tous nous devons enlever nos tristes et nos heureuses habitudes. Absolument. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et puis savoir que tout ça aura une fin forcément. Avant même, espérons-le, notre propre fin. Voilà. Bon, écoutez, je pense que, j'espère en tous les cas que tout le monde a vu le plaisir que j'ai pris à lire Paris-Beyrouth, le plaisir que j'ai eu à vous recevoir. Je remontre la couverture, mais je pense que tout le monde l'a vu. C'est immanquablement le livre d'un écrivain, c'est-à-dire de quelqu'un qui écrit avec son corps. C'est publié au Cherche-Midi. Dès que les librairies sont ouvertes, il y a des libraires indépendants qui ont un site aussi sur lequel on peut se procurer le livre. J'encourage tout le monde à se le procurer et à se ruer sur cette écriture dont je peux dire qu'elle est absolument magnifique. Très bonne journée à vous et à la semaine prochaine. Moi, c'est une bonne journée pour moi. Merci. Merci.